Bonjour et bienvenue dans cette capsule gastronomie où nous allons nous intéresser aux effets de la température sur les terpènes et les flavonoïdes. Alors les terpènes et les flavonoïdes, ce sont ces métabolites secondaires qui sont présents dans les fruits, les légumes, les plantes, les arbres. Et les scientifiques ont compris que c'était des éléments à considérer, non pas de manière secondaire, mais de manière primaire, en ce qui concerne la santé et les potentiels effets thérapeutiques. Alors on pense à un terpène extrêmement connu qui est le pinène, quand on va retirer de la sève de pin, et un exemple de flavonoïde très connu, la quercétine, que l'on retrouve dans l'oignon ou l'ananas. Et ces deux éléments sont extrêmement connus des scientifiques pour leurs propriétés thérapeutiques. Alors le pinène, ça va donner la térébenthine, et Merck a tracé plus de 200 pathologies qui pouvaient être traitées grâce à ce terpène. Et la quercétine est bien connue pour s'attaquer aux micro-champignons et notamment pour combattre l'asthme. Alors, dans cette capsule, il va s'agir de comprendre quelle est l'influence de la température sur ces éléments pour voir s'ils sont préservés ou si ça les dégrade. Pour ce faire, on va parcourir un certain nombre d'éléments naturels. Alors, la liste, le safran, l'ail, brocoli, champignons, oignons, tomates, cacahuètes, raisins, thé et diverses plantes. Et on finira par des perspectives pharmaceutiques. Alors, ce premier document de 2022, Food Chemistry, qui nous parle des terpènes et des terpénoïdes qui sont présents dans les huiles essentielles, leur rôle dans la santé humaine et les applications potentielles en termes de préservation de nourriture. Alors on peut remarquer dans les mots-clés huile essentielle, anti-cancer, antimicrobien, anti-inflammatoire, préservation de nourriture, terpènes. Et dans la liste des terpènes considérés, eh bien, il y a le carvacrol, qui vient de l'origan, le linalol, limonène, le myrcène, le terpinéol. Alors il y a d'autres vidéos sur cette chaîne qui parlent des terpènes aussi. Mais il faut savoir que globalement, ce sont des assemblages de carbone et d'hydrogène. Et on va retrouver le même type de structure du côté des flavonoïdes, sauf qu'il y aura de l'oxygène en plus. Alors sans aller dans tous les détails de cette étude, on va avoir différents tableaux, notamment des exemples de terpènes avec leurs effets potentiels anti-cancer, que ce soit les poumons, le foie, les ovaires. Et on va donc constater tous ces effets anti-cancer des terpènes. Ici, on va avoir la liste des terpènes avec leurs activités antimicrobiennes. Alors, il y a une autre vidéo sur cette chaîne qui montre qu'il y a plus de 8000 études depuis 25 ans qui font un lien entre micro-champignons et cancer. Quand on sait que les terpènes ont des activités antifongiques, ça pourrait expliquer les activités anti-cancer. Et alors dans ce tableau d'antimicrobiens, on va retrouver dans la liste Candida albicans, qui est un micro-champignon extrêmement connu. Un autre tableau qui montre que ces terpènes, dans ces huiles essentielles, ont des effets anti-inflammatoires. Et donc il va être intéressant d'essayer de conserver ces propriétés. Alors ici, une petite mention, encore une fois, pour le carvacrol, qui nous vient principalement de l'origan, et qui a montré son efficacité au niveau de l'asthme. Alors, chez les rats. Mais il y a une capsule sur cette chaîne qui parle de l'asthme, et qui montre qu'il y a un lien avec un micro-champignon, non pas Candida albicans, mais Aspergillus. Et donc, on peut comprendre l'effet de ce terpène. Et ici, ce tableau qui montre quels sont les terpènes utilisés pour la conservation de la nourriture, que ce soit du pain, des cakes, des fruits séchés. Et alors là, ici, par exemple, pour
pour un cake, on va avoir le thym. Dans le thym, il y a le thymol, qui est un terpène qui est cousin du carvacrol. Quand je dis cousin, c'est un isomère, c'est-à-dire c'est un assemblage des molécules, et les mêmes molécules, mais c'est assemblé d'une manière un peu différente. Et on peut constater qu'il y a dans le thym donc aussi ce terpène qui est principalement dans l'origan. Et alors les auteurs concluent que toutes ces huiles essentielles, ainsi que leurs composés, sont cruciaux pour les industries pharmaceutiques et médicales, avec toutes les activités potentielles en termes anti-cancer, antimicrobiens, anti-inflammatoires, antioxydants, anti-allergiques. Tout ça est peut-être un petit peu lié. Et voilà, une autre étude de 2019 dans Springer Nature qui va nous parler aussi des utilisations thérapeutiques et médicinales des terpènes. Alors ici, les auteurs ajoutent la faculté d'être antidiabétique et prennent l'exemple du curcumine, qui est un terpène qu'on retrouve dans le curcuma. Et donc, cet élément a des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, anti-cancer, antiseptiques, antiplasmodiales. Ça, c'est un parasite. Astringent, digestif, diurétique et plein d'autres propriétés. Alors, ces derniers temps, si vous êtes sur les réseaux, on parle beaucoup de gingembre, curcuma, et on explique que c'est extrêmement bon pour la santé. Voilà les propriétés sous-jacentes qui appuient ces affirmations. Après, sur cette chaîne, on commence aussi à comprendre que les micro-organismes pathogènes sont à prendre en compte de manière très importante. Eh bien, ces plantes ont des activités anti-parasitaires. Alors, un petit tableau qui nous montre que quand il y a 10 carbones, on dit que c'est un monoterpène, 15 carbones, c'est un sesquiterpène, 20 carbones, c'est un diterpène, 30, c'est un triterpène. Et tous ces éléments ont des propriétés à la fois identiques et différentes. Et on va voir que les plantes, en fonction des terpènes qu'elles contiennent, et aussi des flavonoïdes, vont avoir des effets parfois similaires, parfois différents. Alors ici, on a tea tree qui est très connu, on a le thym, on a le cannabis qui est aujourd'hui interdit en France, autorisé dans certains pays, et qui a des propriétés médicinales qui sont de plus en plus reconnues. Et ici, les auteurs nous disent que c'est utilisé contre des maladies infectieuses, typiquement des propriétés antiparasitaires. Voilà, et quelques autres éléments, mais l'étude des terpènes, il y en a plus de 20 000 identifiés dans la nature aujourd'hui, donc c'est quelque chose de très vaste. Et d'ailleurs, au même titre que les plantes se défendent avec des terpènes contre des envahisseurs, eh bien, nous piquons ces terpènes pour nous défendre contre les insectes. Et notamment, on va avoir le clou de girofle. Mais tout ça pour dire que ces terpènes peuvent être utilisés contre des insectes que l'on peut voir, et pas seulement contre les parasites. Alors ici, de manière intéressante et à vérifier, mais les auteurs nous disent que 25% des médicaments contre la dépression sont obtenus à partir d'extraits de plantes. Alors, quand on a d'autres chercheurs qui font le lien entre dépression et infection parasitaire, et qu'on sait que ces plantes ont des effets antiparasitaires, on peut faire le lien aussi, éventuellement, nous-mêmes. Et l'étude de toutes les propriétés de ces terpènes semble être assez balbutiante. On a déjà quand même beaucoup d'éléments intéressants. Et d'ailleurs, une des sources d'information les plus évidentes est de demander aux gens quelles sont l'utilisation historique des plantes qui les entourent. Il est d'ailleurs aussi intéressant de constater que le paclitaxel et un autre médicament qui a à peu près le même nom, qui sont des médicaments très utilisés par les oncologues pour leurs patients
qui souffrent du cancer, eh bien, c'est tout simplement un extrait d'if. Enfin, c'était le cas au départ. Aujourd'hui, c'est le champignon endophyte qui est utilisé pour fabriquer cette substance. Et donc, quand on parle de chimiothérapie, il faut peut-être essayer d'aller comprendre ce qu'il y a derrière, ce que cela signifie exactement. Et on finira cette capsule d'ailleurs sur les aspects pharmaceutiques pour comprendre comment l'industrie pharmaceutique identifie des composés naturels avec des propriétés thérapeutiques et fait en sorte de pouvoir commercialiser tout ça. Alors, ce n'est pas uniquement un aspect financier, il y a aussi tout ce qui est dosage et comment utiliser un médicament qui est important, comment réussir à avoir un médicament qui a un effet optimal et comment faire en sorte que ces terpènes aillent au bon endroit dans le corps pour être efficaces. Là, on pourrait éventuellement se poser des questions. C'est qu'on ne nous dit pas ce qu'il y a dans ces médicaments. Et en allant voir sur d'autres vidéos sur cette chaîne, on comprend qu'il y a, par exemple, la térébenthine, qui est un médicament qui coûte rien et qui a l'air d'être d'une efficacité incroyable, étant donné que c'est considéré comme un cadeau miracle de la nature par les chercheurs. Voilà, maintenant que l'on comprend que les terpènes et les flavonoïdes dont on a moins parlé, mais c'est un peu la même chose, sont des éléments extrêmement intéressants en termes de médication. On va essayer de comprendre comment faire en sorte de les préserver au jour le jour dans notre nourriture. Alors, cette première étude de 2024, Molecules, qui va nous parler du safran. Alors, dans le safran, il y a différents composés. Il y a notamment le safranal. Et donc, d'après Wikipédia, on pense que le safranal est le produit de dégradation d'un caroténoïde avec un passage intermédiaire. Bon, tout ça sont des éléments biologiques qui se transforment. Et donc, d'après Wikipédia, cet élément a une activité antioxydante. Ça intercepte les radicaux libres. Ça, ce sont des petites choses qui se baladent, qui nous posent des problèmes au niveau des processus biologiques. Et une cytotoxicité envers les cellules cancéreuses, c'est-à-dire que ça les attaque. Alors dans cette étude, les auteurs ont fait différents tests. Alors on mentionne aussi le kémphérol. Hop là, allons voir vite fait le kémphérol. Donc là, c'est un flavonoïde. Et ce flavonoïde, on le retrouve aussi dans les fraises, les brocolis, les capres, les mûres, et ainsi de suite. Et ce terpène a aussi des propriétés médicinales. Il est antioxydant. Wikipédia va même jusqu'à aller à dire que ça a un effet thérapeutique favorable sur la maladie d'Alzheimer et le diabète sucré de type 2. Alors dans les deux cas, on a beaucoup de chercheurs qui suspectent des infections parasitaires comme étant en lien avec ces maladies. Et alors en conclusion, on va comprendre que c'est pas si simple que ça, c'est-à-dire que certains terpènes, ça se passe mieux avec de l'eau et à certaines températures, et il y en a d'autres, ça se passe mieux avec de l'huile et à d'autres températures. Donc c'est là où on se dit qu'en fonction de la cuisson qu'il y aura, on va avoir différents effets, et que pour mieux maîtriser ces effets, il faut avoir la connaissance au niveau terpènes et flavonoïdes, parce que ce sont ces éléments qui provoquent ou pas certains effets. Alors ici, on est en 2020, on va parler de l'ail, qui lui aussi a un effet antioxydant. Et ici, en ce qui concerne l'ail et ses propriétés antioxydantes, eh bien les auteurs nous disent que ce n'est pas le temps de cuisson qui avait un effet, c'était plutôt la température. Et donc, d'après cette étude, dans le cadre de l'ail, plus la température est élevée, plus on a une activité antioxydante de la part de l'ail. Alors c'est valable dans de l'eau,
ce n'est pas valable dans de l'alcool. Alors ensuite, en 2019, avec les flavonoïdes du brocoli, ici les auteurs essayent de bouillir, de cuire à la vapeur ou d'utiliser le micro-ondes. Et ils ont essayé de regarder le résultat sur le camphérol et la quercétine, par exemple. Et donc, les auteurs nous disent que dans tous les cas, le fait de chauffer le brocoli a résulté en une perte des flavonoïdes. Et la perte la plus élevée, c'est quand on le fait bouillir. Donc, le brocoli, d'un point de vue flavonoïde, vaudrait mieux le manger cru. Et s'il faut le cuire, il vaut mieux utiliser un micro-ondes sans rester à côté, parce qu'il paraît que les ondes du micro-ondes sont pas bonnes. C'est une rumeur. Ou alors à la vapeur. Et les auteurs terminent cette étude en nous disant que ce qui est valable pour le brocoli n'est pas forcément valable pour d'autres légumes, et qu'il faut regarder au cas par cas. Alors ici, nous sommes en 2019, Journal of Food Science and Technology, et on va regarder l'impact de la température de séchage pour deux éléments, et donc l'impact sur l'activité antioxydante. Alors, dans cette étude, ce sont des champignons. Donc, on a le bolet rude d'un côté, et l'hydne hérisson, autrement appelé lion's mane en anglais. Et dans ces champignons, on retrouve aussi des métabolites secondaires. Et donc les auteurs disent ici que dans les éléments frais, il y avait beaucoup de ces éléments, et qu'une fois qu'on fait du séchage, il vaut mieux sécher à la température la plus basse possible pour éviter les pertes. Et les auteurs concluent en disant que lorsqu'on perd ces éléments, eh bien ça baisse l'activité, les propriétés pro-vie de ces champignons. Alors une autre étude de 2014, Journal of Food and Drug Analysis. Alors quand on dit drug ici, c'est médicament en anglais. Et donc là, on va aller regarder ce qui se passe dans 6 variétés d'oignons différentes. Donc il y a des températures de chauffage qui vont de 80 à 150 degrés, 30 minutes de chauffage, et on va aller regarder ce qui se passe au niveau de la quercétine. Et alors, avec toutes leurs mesures, les auteurs nous disent qu'on peut aller jusqu'à 120 degrés. Au-delà de 120 degrés, on perd les propriétés de la quercétine. Et alors, dans les oignons considérés, il y en avait un rouge, 3 jaunes et 2 blancs. Et les auteurs nous disent que c'est dans l'oignon rouge qu'il y a plus la concentration la plus élevée en éléments biologiques intéressants pour la santé. Voilà, donc l'oignon, ne pas dépasser 120 degrés. Alors ici, en 2021, on va parler de tomates. Et ici, les auteurs ont un aspect changement climatique, dans le sens où, quand il y a un stress important sur les plantes, ça provoque des effets, et les auteurs s'interrogent sur ces effets. Et alors en conclusion, les auteurs nous disent, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est compliqué, mais il y a bien un lien avec le stress thermal, et nous précisent d'ailleurs que c'est le cold shock, c'est-à-dire un choc avec le froid, qui a démontré avoir les effets les plus désirables en termes de profil phytochimique. Est-ce que ce serait une indication de mettre les plantes un petit peu au frais avant de les consommer? Peut-être. Alors maintenant, la cacahuète germée, donc nous sommes en 2023, Molecules. Donc la cacahuète germée qui est considérée comme ayant plus d'effets bénéfiques que la graine de cacahuète.
Donc cette cacahuète germée a été rôtie, frite, chauffée au micro-ondes, à la vapeur et bouillie. Et là, les auteurs nous disent clairement que les 5 manières de cuire ont fait baisser les flavonoïdes et les phénols contenus dans ce germe, et que la baisse la moins forte a été constatée du côté du micro-ondes encore. Alors le micro-ondes a quand même acidifié, c'est là il faut s'intéresser à cet acide et voir s'il est intéressant. Par contre, n'a pas touché à ce qui est resveratrol. Ça, c'est un élément biologique important. Et dans la conclusion, les auteurs nous précisent au passage que c'est le fait de bouillir cet élément. Et donc là, on rejoint le brocoli, c'est le fait de bouillir cet élément qui est l'effet le plus délétère sur le contenu bioactif. Alors, cette autre étude de 2022, Food Chemistry, et donc le rôle de la température de séchage sur la composition en flavonoïdes des raisins. Alors, il y a eu des tests à 30, 40 et 50 degrés. Et ce qui est constaté, c'est que lorsqu'on fait un séchage à 50 degrés, il va y avoir un contenu en acide beaucoup plus élevé. Mais quand on fait à 30 degrés, on va réussir à préserver flavonoïdes, flavonols et anthocyanines. Mais à 40 degrés, on va avoir aussi des éléments intermédiaires qui vont être présents. Et donc ici, quelque part, et c'est ce que disent les auteurs, pour savoir quelle température utiliser, il faut savoir quels sont les éléments que l'on veut voir à l'arrivée. Et typiquement, en termes de contenu sucré, donc glucose, fructose, ça va être à 50 degrés qu'on va obtenir les meilleurs résultats. Et si l'objectif est d'avoir moins de glucose et de fructose, il faut choisir 30 degrés. Et alors, pour avoir un petit peu plus d'informations sur la partie raisin, donc en 2023, Frontiers in Plant Science nous parle de la température sur les grappes de raisin qui vont être utilisées pour fabriquer du vin. Et donc, les auteurs invitent les producteurs de vin à avoir une attention particulière sur ce sujet. Bon, je pense qu'ils l'ont quand même déjà pour la plupart. Mais à essayer de comprendre un petit peu plus pourquoi telle ou telle température ou tel taux d'humidité va donner tel ou tel résultat. Et alors en conclusion, les auteurs nous disent que leur trouvaille montre que la température à laquelle les grains de raisin sont déshydratés après la récolte va avoir un impact très fort sur la qualité et le style du vin qui va en résulter. Et il précise au passage que pour maintenir les terpènes, il vaut mieux garder une température basse. Alors en parlant de séchage, on a aussi cette étude de Food Research International 2024 qui va nous parler du thé blanc. Et là encore, on va voir que, par exemple, au niveau goût, alors on peut toujours se poser la question de comment ce goût a été mesuré, mais on voit dans l'étude qu'il y a certaines méthodes. Et donc, au niveau du goût, ici, c'est 60 degrés de séchage qui est le meilleur. Par contre, si on recherche des flavones C glycosides pour telle ou telle raison, ce sera un séchage plutôt à 80 ou 100 degrés. Alors on peut constater que dans ce thé, il y a de la quercétine et du camphérol. Donc on retrouve des éléments communs à d'autres trucs biologiques, on va dire. Et tous ces éléments vont d'ailleurs avoir un effet sur l'odeur, le goût, la couleur.
Alors, les auteurs, d'ailleurs, nous précisent que ce thé blanc a des bénéfices pour la santé en termes antioxydants, anti-inflammatoires, antidiabétiques, anti-cancer, anti-obésité. On reconnaît des propriétés qui sont attribuées aux terpènes ou aux flavonoïdes. Et donc l'objectif ici des chercheurs est d'arriver à préserver ces éléments, l'idéal par défaut étant de les manger crus, mais pour des raisons de conservation ou d'utilisation, on va essayer de garder un maximum des effets positifs. Alors maintenant, on va aller regarder un petit peu ce que ça donne au niveau des plantes. Donc en 2019, on va nous parler de Dryopteris erythrophora. Et ici, les chercheurs arrivent à préserver les flavonoïdes en faisant d'abord un premier séchage et après en faisant un processus de séchage à 75 degrés. Et nous disent que si on avait mis directement dans le four à 75 degrés, il y aurait eu une énorme perte de ces flavonoïdes. Ce qui nous amène à penser que la préservation des flavonoïdes, il peut y avoir plusieurs techniques et qu'en fonction de l'élément biologique de départ, il va y avoir peut-être quelques ruses pour arriver à les préserver afin de les utiliser pleinement. Alors, Microbiology Research, nous sommes en 2023 et on s'intéresse à l'Humulus lupulus, ce qui est aussi le houblon. Et donc ici, on va essayer d'utiliser les propriétés antifongiques du houblon. Et les auteurs découvrent qu'à une certaine concentration, à une température de 65 degrés, on a des conditions optimales. Par contre, si on passe la température au-dessus de 90 degrés, il va y avoir une tendance à la disparition des composés bioactifs. Et donc ici, typiquement, on va essayer d'utiliser les propriétés du houblon pour défendre d'autres plantes contre les attaques de phytopathogènes. Et les auteurs disent ici que toute cette liste de terpènes et ou flavonoïdes permettent d'inhiber le développement de ces pathogènes. Et alors, les auteurs précisent une chose intéressante ici, c'est que les comportements inhibiteurs variés dépendent de différents facteurs, et notamment, ils pensent qu'il peut y avoir une synergie entre les éléments biologiques présents, et que lorsqu'on le met dans la température, on va détruire certains de ces éléments biologiques, et donc on va enlever cette synergie. On en revient à essayer de manger le plus cru possible. Alors, une autre étude, 2007, Journal of Chromatography, où on va nous parler du basilic et de l'origan. Donc l'origan va avoir principalement le carvacrol comme terpène. Alors ici, les auteurs confirment que quand on monte la température, il y a une dégradation des terpènes, mais ils nous précisent aussi que la stabilité des terpènes est impactée lorsque l'on chauffe longtemps. Et avec cette conclusion partielle, étant donné qu'on n'a pas tout le document ici, eh bien on comprend que certains terpènes se dégradent à basse température et d'autres sont plus résistants. Alors en l'occurrence, pour le alpha-pinène, c'est dommage, parce que c'est le terpène dont on parlait au départ, c'est un des terpènes les plus puissants en termes thérapeutiques. Alors ici, une étude antioxydant de 2018 qui va s'intéresser à 6 plantes différentes. Alors voilà ces différentes plantes. Donc Centella asiatica, Coreopsis auriculata, Gymnema lactiferum, Passiflora edulis, donc ça c'est la passiflore, on a le fruit de la passion. Ce sont des fleurs magnifiques. Et on a aussi Sesbania grandiflora. Et donc il est intéressant aussi de voir que des plantes qu'on ne connaît absolument pas ont des propriétés très intéressantes. Et quand on parle par exemple de grandiflora ou zelanica,
on va avoir des caroténoïdes dedans. Et donc, quand on vous dit que manger des carottes, c'est bon pour la santé, ben, manger des plantes aussi, par extension. Alors, sans aller dans le détail, ce qui est intéressant à retenir de cette étude, c'est que le fait de cuire ces plantes, quelle que soit la méthode, peut détruire ou réduire le contenu en éléments biologiques et donc réduire les activités antioxydantes. Cependant, c'est peut-être vrai pour tout ce qui est friture, mais pour ce qui est cuisson à la vapeur ou faire bouillir, ça va avoir des effets différents selon les plantes. Ce qui permet de dire qu'on peut confirmer qu'il ne faut pas avoir d'absolu dans ce domaine. Est-ce qu'on peut cuire, pas cuire, certaines plantes, d'autres? Il faut se renseigner, et il faut essayer de comprendre quels sont les éléments biologiques qu'il y a dedans et quels sont ceux que l'on veut garder, utiliser. Alors maintenant, passons à la partie utilisation pharmaceutique, Biomolecules 2021, où on va nous parler de l'encens et de la myrrhe, qui contiennent des terpènes qui sont utilisés par l'humanité depuis bien longtemps et sont brûlés pour alléger la migraine, parce que c'est inflammatoire, pour guérir, et pour d'autres utilisations médicinales. Alors, comme les terpènes sont des composés volatiles, effectivement, faire brûler quelque chose permet de mettre dans l'air des choses que l'on respire et qui vont nous faire du bien. C'est un peu la même chose quand on se promène en forêt, où on va respirer les terpènes émis par les arbres autour de nous. Alors, les auteurs ici nous parlent du docétaxel. Alors, c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Et donc, c'est un agent antitumoral. Et c'est un diterpène, c'est-à-dire qu'il contient 20 carbones. Et alors ici, les auteurs nous parlent de l'encapsulation, qui va être intéressante pour pouvoir envoyer des terpènes ou des huiles essentielles à l'intérieur du corps. Et lorsque cela arrive dans l'estomac, il peut y avoir une dégradation due à la digestion. Et donc ici, le but est d'essayer de voir comment envoyer ces éléments actifs pour qu'ils soient bien utilisés par le corps. Et alors c'est pour ça qu'on nous parle de nanostructures, c'est-à-dire des structures toutes petites dans lesquelles on arriverait à mettre ces éléments et qui ferait que ça va un petit peu plus loin. C'est un peu le même système qu'il y a avec les capsules qui vont se dégrader dans l'estomac. Et alors les auteurs nous parlent aussi d'autres diterpènes, et notamment dans le tabac. Et donc ces éléments présents dans le tabac auraient des activités neuroprotectrices, et on les trouve aussi dans le pinus. Alors c'est intéressant parce que pinus c'est le pin, et dans le pin il y a ce fameux terpène extrêmement efficace qui s'appelle le pinène. Il y a aussi d'autres éléments intéressants pour nous. Donc là, les auteurs sont assez clairs sur le sujet des terpènes et nous disent que c'est la classe de produits naturels la plus importante. Et alors, pour finir, cette étude de Molecular Sciences 2023 qui nous parle de l'utilisation des déchets. Alors, il y a déjà une évocation de ce sujet dans la vidéo qui traite de l'ananas, où on comprend que lorsque nous mangeons un ananas, nous enlevons la peau, mais c'est dans la peau où on va retrouver le plus de composés bioactifs intéressants pour notre santé. Et donc ici, les chercheurs se posent la question de comment réutiliser cela, étant donné les activités antioxydantes et anti-inflammatoires de ces éléments. Et donc, il y a des initiatives dans ce domaine pour essayer de pousser un petit peu
l'industrie agroalimentaire a non pas jeté, mais réutilisé ces éléments. Alors un petit tableau rapidement pour avoir les fruits et les composés bioactifs en face. Alors on peut constater qu'il y a des tanins et des caroténoïdes dans les avocats, qu'il y a aussi des caroténoïdes dans les tomates, et, qu'il y a aussi de la quercétine dans les raisins. Donc c'est là où au lieu de... Alors il y a peut-être des synergies, il y a évidemment des synergies à prendre en compte, mais au lieu de réfléchir par rapport à un fruit ou un légume ou une plante particulière, il faut réfléchir en fonction des terpènes et des flavonoïdes qui sont contenus à l'intérieur. Et pas seulement tout ce qui est phénol, anthocyanine et autres. En bref, c'est pas simple. Et donc les auteurs appellent ici aussi à la reconnaissance de tous les effets thérapeutiques de ces éléments biologiques, et donc disent il serait bon, au lieu de jeter tout cela, de le réutiliser, que ce soit dans l'industrie du cosmétique, ou dans l'industrie alimentaire, ou dans l'industrie médicale. Voilà, c'était donc une capsule pour montrer qu'il y a des terpènes et des flavonoïdes partout, que ce sont des éléments importants à prendre en compte, et qu'il faut arriver à les préserver pour pouvoir les utiliser au mieux. Merci de votre écoute, et à bientôt.